Salut toi, ici Maël, bienvenue dans un nouvel épisode de Flashback. Cette série de vidéos où je republie des anciennes vidéos venant de mon ancien compte qui s'appelait L'Ange Sauvage. Dans cet épisode-ci, tu l'auras vu je pense à la miniature et au titre, on va reparler de Call Me By Your Name. Et c'est trop bien parce qu'en vrai, ce sont mes vidéos préférées parce que ça parle vraiment de mon histoire d'amour préférée en littérature, en film, tout ce que vous voulez. Je pense que Call Me By Your Name, c'est un petit peu un de mes livres chevets. C'est un de mes livres préférés, ça c'est certain. Et c'est ma romance préférée, parce que c'est aussi une romance, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de désir. Il fallait que je remette ces vidéos en ligne, même si je ne parle jamais assez de Call Me By Your Name, et je pense que je pourrais en parler des heures et des heures encore. C'est vraiment un livre, surtout le premier, parce qu'après il y a eu Trouve-moi aussi, donc le deuxième volume, cette espèce de suite qu'Andrea Simon a écrit. Mais vraiment, Call Me By Your Name, le premier tome, le vrai roman, je pense que j'ai dû le relire 3-4 fois. Et des fois, je relis même juste certains passages parce que je trouve que c'est d'une beauté, d'une sensualité, c'est super beau, ça me touche énormément. Donc voilà, dans cette vidéo, je te propose de regarder et re-regarder mes anciennes chroniques sur Call Me By Your Name et sur sa suite Trouve-moi. Bon visionnage! C'est dingue comment un roman, 2 ans après ta première lecture, peut toujours t'émouvoir autant. Et aujourd'hui, je viens te parler de mon roman d'amour préféré, Call Me By Your Name, Appelle-moi par ton nom, d'Andrea Simon, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustine et publié chez Grasset. Je vais essayer de ne pas trop tergiverser sur ce livre, parce que crois-moi, je peux en parler durant des heures et des heures, et te dire en quelques minutes pourquoi ce roman d'amour est si particulier pour moi, en tout cas. Call Me By Your Name nous raconte l'histoire d'amour entre Elio, un adolescent de 17 ans, et Oliver, un universitaire de 24 ans, invité par les parents d'Elio dans une résidence secondaire durant un été au nord de l'Italie, dans une petite ville côtière. C'est Elio qui nous raconte l'histoire de cette rencontre. Donc on sait tout de suite qu'il va y avoir une histoire d'amour entre deux, et on sait tout de suite qu'il va y avoir une fin à cette histoire d'amour, et c'est encore plus déchirant. Nous savons dès les premières pages l'impact que cette rencontre a sur notre héros principal. Andrea Simon s'attarde à nous décrire l'éveil d'un désir amoureux durant un été en Italie, qui, dans un cadre comme ça, qui paraît extrêmement idyllique. Et voilà, il fait chaud, il y a la mer à côté, c'est l'été, quoi, et on sent vraiment l'été à travers ces pages. Andrea Simon va donc nous décrire l'éveil d'un désir intense, mais aussi les variations de ce désir à travers l'œil et le regard d'un jeune adolescent de 17 ans qui s'éprend tout de suite d'un autre homme plus âgé. Il va nous parler finalement de ces corps qui en disent beaucoup plus que les mots eux-mêmes, parce que c'est un désir ardent qui brûle tout l'être d'Elio, qui est subjugué, impressionné par Oliver. Mais Andrea Sima nous montre aussi un désir coupable, irraisonnable, irraisonné, incontrôlable. Entre parole et silence, Elio tente de plaire surtout. Il tente de séduire l'autre. C'est un sentiment intense qui le parcourt. Il tente en fait par plein de stratagèmes de maintenir ses désirs, de le canaliser, ce qui n'est pas chose facile. Elio, c'est en fait un jeune adolescent qui est perdu, qui est égaré dans ce désir, qu'il n'arrive pas très bien à comprendre. Il ne sait pas comment réagir avec ce qu'il ressent. Il élabore sans cesse des scénarios, il tente de voir des signes partout, tout le temps. Il essaye de voir si cela peut être réciproque. Et il, il déborde de questionnements, il déborde de réflexions intenses comme ça. C'est un désir qui échappe sans cesse au personnage. Et
Finalement, il y a toute une grande question qui entoure ces pages, c'est comment exprimer ce désir, comment dire ce désir. Yo montre combien ce qu'il ressent charnellement le trouble. Yo, quand il voit Oliver pour la première fois sortir de cette voiture, il perd tout de suite ses moyens. Et c'est une véritable torture pour lui. Il n'a de cesse tout le long du roman de tester la véracité et la puissance de ce désir. Et on voit qu'il y a un jeu des distances qui s'opère immédiatement. Les deux corps se tournent autour comme des atomes. Ils sont attirés l'un par l'autre et en même temps ils luttent contre cette attirance. Ils s'observent, ils se parlent quelquefois, il y a des sous-entendus, et puis ils s'éloignent, ils ne se parlent plus, il y a les silences qui disent beaucoup plus que les mots, qui trahissent quelquefois leur attirance. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces réactions-là? C'est ça qui est le plus émouvant dans ce roman et qui est très bien montré par Andreas Siman, ce désir tabou qu'il y a entre les deux personnages qui se cherchent. Le désir de contact est bel et bien présent et Elio ne veut qu'une seule chose, c'est la peau d'Oliver. Ça revient sans cesse dans le roman. Il attend un contact et il attend une réaction de Oliver. Et en même temps, ce désir purement charnel l'effraie, le désarçonne. Il sait pas très bien comment réagir, encore une fois. Andreas Siman arrive donc à écrire de manière intense ce jeu de séduction qu'il y a entre les deux personnages, mais surtout à montrer tous les paradoxes de notre héros, qui est complètement perdu. C'est un désir tabou qui éveille toutes sortes de remises en question. C'est un désir qui est loin du désir que Elio éprouve aussi pour une jeune fille de son âge qui s'appelle Mardia, où là c'est un désir de sécurité, c'est un amour sécurisant, cet amour qu'il a pour cette autre fille, et qui est loin du coup de ce désir complètement tabou. Et donc Elio est sans cesse comme ça sur une balance, sur un fil, il est tiraillé entre deux désirs amoureux différents. Mais ce qui est bouleversant aussi dans ce roman, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'une simple histoire de désir. Call Me by Your Name, ça nous parle surtout d'une quête existentielle. Un jeune garçon de 17 ans qui, à travers le corps d'un autre, se cherche, essaye de trouver sa propre corporalité. C'est une quête de soi-même. Andreas Siman arrive donc à nous donner à lire un roman d'amour à la fois totalement universel, mais aussi et surtout profond et complètement intime. Nous suivons cette quête d'Elio à travers ses flots de questionnements, ces paradoxes qui le rongent. Cela peut paraître quelquefois répétitif et lent. Il y a des passages qui sont très lents, c'est un rythme qui dure, qui est assez latent. Mais c'est surtout parce que l'intrigue et les rebondissements tournent autour des réflexions intérieures d'Elio. Le jeune garçon était pris de sentiments tellement contradictoires, tellement paradoxaux, que il peut se contredire d'un paragraphe à l'autre. Et à travers ce désir profond de la peau d'Oliver, il y a aussi ces formes de remords, ces formes de honte. Et Andreas Siman nous décrit parfaitement tout ça, tous ces sentiments contradictoires, nous montre à quel point ce désir pour un autre homme est un désir qui tiraille l'être entier d'Elio. Il a peur tout le temps. Elio a peur tout le temps de ce désir. En même temps, c'est plus fort que lui. Andreas Siman dit d'ailleurs dans un entretien, le désir coïncide avec un sentiment de honte. On est dans une position de faiblesse parce qu'on veut quelque chose de l'autre sans savoir s'il va accepter. Les personnages deviennent obsédés par l'autre. Il ne s'agit peut-être pas d'amour, mais d'une volonté de possession. En fin de compte, ce qu'on souhaite, c'est simplement découvrir ce que l'on veut, ce qu'on ne sait pas. Andreas Siman, avec ce roman, renoue avec le mythe d'Aristophane, ce mythe de l'être double. L'homme a été séparé en deux, en deux moitiés qui se cherchent. Il y a donc cette idée de fusion de deux êtres qui se seraient trouvés l'un dans l'autre. Donc il y a bien sûr cette idée de possession,
mais c'est pas essentiellement une possession de l'autre, c'est surtout posséder à travers l'autre ce que je suis vraiment. C'est essayer de se retrouver soi à travers l'autre. Andreas Siman pose donc toute une réflexion autour de cette question-là, mais surtout, il pose une question fondamentale, c'est est-ce que c'est possible? On voit que l'ennemi principal dans ce roman, s'il devait y avoir un méchant, c'est le temps. C'est le temps qui impose un délai, c'est le temps de l'été, c'est le temps qui impose un rythme, qui impose une certaine urgence. Clairement, c'est pas facile d'écrire un roman sur le désir sans être un peu superficiel, sans succomber à certains clichés. Et pourtant, même si l'écriture est quelquefois assez maladroite, euh, je sais pas si c'est la traduction d'ailleurs ou pas, Andreas Siman déjoue tous ces défauts de superficialité et il nous donne à lire un roman profond qui propose une véritable réflexion sur le désir et sur l'amour. Il écrit avec brio la fébrilité des sentiments, la fébrilité des désirs, la fébrilité des sensations à travers des personnages qui sont aussi attachants qu'ils sont maladroits. Ce sont des personnages qui sont complètement perdus, qui se cherchent tout le temps, qui parfois se trompent. Et quand on referme ce livre, une question demeure. Est-ce que ces deux personnages se sont vraiment trouvés? Et ça, tu vois, c'est un petit peu une question sans réponse. Mais peut-être que toi, tu voudras t'y risquer à y chercher la réponse. À la lecture d'une suite d'un roman que j'ai adoré, j'ai souvent très très peur d'être déçu. Est-ce que pour la suite de Call Me By Your Name ça a été le cas? Je vais tout te dire dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je viens te parler de ce roman Trouve-moi, qui est la suite de Call Me By Your Name. J'ai retrouvé cette même sensation, ces mêmes sentiments, ces mêmes ressentis que lorsque j'avais lu le premier volume, lorsque j'avais lu Appelle-moi par ton nom. J'ai retrouvé cette plume qui m'a émoustillé, je pense que c'est le bon terme. J'ai retrouvé cette plume poétique et sensible et surtout très sensuelle. J'ai adoré ce roman. Je pourrais finir cette vidéo comme ça, hein? Hop, salut, au revoir. Mais non, il faut que je t'en parle de ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, parce que c'est un livre qui m'a quand même surpris. C'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, oh là là, peut-être que je vais être déçu. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris ce livre. J'ai compris où Andreas Siman voulait nous emmener. Et j'ai commencé vraiment à rentrer dans son univers, à rentrer dans cette suite, à rentrer encore une fois dans la peau de ces personnages. Et il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce roman et du coup il faut que je t'en parle. Voilà. Alors tout d'abord, de quoi nous parle ce roman? Parce que c'est vrai que Call Me By Your Name se finissait quand même avec une fin ouverte, mais ça restait quand même une fin. On avait voilà, un début, une fin, et c'est vrai que quand j'ai appris que Andreas Siman sortait une suite, je me demandais mais qu'est-ce qu'il pourrait sortir comme suite? Parce que finalement tout a été dit. Trouve-moi, ça va nous parler de plein de petits moments où nos personnages se retrouvent à désirer ardemment une autre personne. En fait, la particularité de cette suite, la particularité de ce roman, c'est qu'il ne s'ouvre pas sur Elio et Oliver comme on pourrait s'y attendre. C'est un roman qui s'ouvre sur le père d'Elio qui rencontre une jeune femme dans un train et qui tombe de désir pour elle intense et qui tombe amoureux d'elle comme un coup de foudre. Alors on se dit mais pourquoi en fait, pourquoi il commence par le père d'Elio? Enfin, est-ce que c'est vraiment une suite du coup ou enfin qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Elio et Oliver au début? Et en fait, on voit Elio et Oliver dans ce livre, mais quasiment à la moitié du livre hein, quand même.
on sait ce que devient Elio par rapport à ce qu'en dit son père. Et pourquoi est-ce qu'Andreas Iman commence par ça? Euh, En fait, tu vas le découvrir au fur et à mesure des pages. Alors, c'est vrai que euh, c'est à la fois une qualité et un défaut parce que Andreas Iman nous met en attente de ce qu'on attendait en ouvrant ce livre, c'est-à-dire de voir les mêmes personnages principaux que dans Appelle-moi par ton nom, donc Elio et Oliver. Et au final, bah, il nous fait attendre ces personnages. Et on attend, on attend. Et en fait, il nous emmène dans une autre histoire. Il nous emmène dans une histoire que j'ai bien aimée d'ailleurs, celle du père d'Elio et de cette jeune femme qu'il rencontre. Et de ce désir ardent, cette envie de renouveau aussi. On apprend plein de choses sur les parents d'Elio et sur la famille d'Elio. Et finalement, c'est pas si inutile que ça. C'est vrai que ça apporte pas grand chose en plus. On pourrait presque sauter cette partie, mais en même temps, ça nous en dit quand même des petites choses sur la suite du roman. Et après, du coup, après cette partie-là, on retrouve Elio qui rencontre un homme à Paris. Et pareil aussi, ça va être à peu près le même schéma. Ils tombent de désir l'un pour l'autre. C'est une petite histoire d'amour que vivent ces deux personnes. Mais Elio, en rencontrant cet homme, en vivant une histoire d'amour, se rappelle d'Oliver. Et après, du coup, après Elio, on va suivre Oliver, qui, à une soirée mondaine, se rappelle d'Elio. C'est comme ça qu'est construit le roman, par des récits qui sont enchâssés, presque comme des nouvelles, les uns aux autres. On pourrait croire que d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de lien entre ces récits, sauf les personnages. Et en fait, c'est plus ténu que ça encore, c'est plus subtil. Et il y a toute une métaphore, comme dans Call Me By Your Name, mais c'était moindre encore dans Call Me By Your Name, là c'est beaucoup plus marqué. Il y a toute une métaphore filée en fait de la musique, d'une mélodie, d'une sorte de partition. Et c'est toute une partition qu'on suit dans ce roman. C'est-à-dire que tous les personnages sont mis sur un fil que l'auteur tend au fur et à mesure des pages. Et c'est comme presque un parchemin en fait que tu déroules comme ça. Et j'ai trouvé ça très très beau et très joli. Et c'est une qualité, je trouve, à ce roman parce que c'est assez surprenant. Et en même temps, ça peut être un défaut parce que du coup, selon ce que tu attends toi en tant que lecteur de ce roman, tu vas être soit emporté, soit déçu. Et c'est un peu qui tout double en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de, de critiques mitigées par rapport à ce roman parce que c'est soit tu aimes ce que c'est soit tu aimes ce qu'Andreas Siman fait de ses personnages, soit tu n'aimes pas, soit tu comprends pas. Et c'est vrai que c'est assez intriguant au début de lire ça. Il y a beaucoup de subtilité. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, finalement, c'est presque une enquête aussi. C'est presque la forme d'une enquête, surtout dans la partie d'Elio, puisque Elio va devoir trifouiller un petit peu le passé, mais pas son passé à lui, le passé de cet homme qu'il rencontre, à travers, pareil aussi, la découverte d'une partition cachée. Et en fait, je pense que c'est ça la clé de ce roman, c'est que il y a beaucoup d'indices qui sont mis, il y a beaucoup de liens qui sont mis, et c'est tout un roman sur le temps qui passe, mais aussi sur cette notion de fatalité. Qu'est-ce qui fait que à tel moment on rencontre une telle personne et qu'on se retrouve complètement hanté par cette personne. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu? Est-ce qu'on peut rattraper le passé? Est-ce qu'on peut faire du passé quelque chose de présent et former par le passé quelque chose de futur, quelque chose qui va arriver? Qu'est-ce qu'on fait de ce passé-là?
Qu'est-ce qu'on fait de ce passé amoureux? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies antérieures? Il y a plein de questions comme ça qui sont vraiment très propres à l'écriture d'Andreas Siman parce qu'on retrouvait déjà les mêmes questions dans Call Me by Your Name. Mais là, toute la construction est vraiment tournée autour de ça. Ce qui n'était pas le cas dans Call Me by Your Name. Dans Call Me by Your Name, c'était vraiment une histoire qu'on suivait du début à la fin, tandis que là, ce sont plusieurs moments choisis par l'auteur et c'est plusieurs points de vue à chaque fois. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs aussi assez captivant et encore plus intéressant en fait de nous plonger dans divers points de vue. Ce qui n'était pas le cas aussi dans Call Me by Your Name. Dans Call Me by Your Name, on suivait Elio et on le suivait, il disait je. Là, on suit son père et pareil, on est dans sa peau. Euh, on suit Elio et pareil, on est dans sa peau. On suit Oliver et pareil, on est dans sa peau. Donc il allie plusieurs points de vue et je trouve ça vraiment aussi assez intéressant. J'ai bien aimé retrouver Elio et Oliver. J'ai adoré quand Elio est apparu. J'ai eu ce petit frisson euh, presque nostalgique. En fait, je me suis dit, ah, j'aime bien ce personnage. J'aime bien sa manière de penser. J'adore sa manière d'être aussi. J'ai adoré ce personnage. J'adore ce personnage. Et je m'identifie beaucoup à lui. Alors je suis pas comme lui, je suis pas un grand pianiste, je suis pas aussi surdoué que lui, mais je sais pas, je m'identifie beaucoup à ce personnage depuis Call Me by Your Name et je trouve que Andreas Siman ne l'a pas trop dénaturé. C'est un personnage qui a grandi, mais c'est un personnage qui garde quand même cette chose euh, très sensible en lui. Et c'est cette sensibilité que j'ai adoré retrouver. Il n'a pas non plus dénaturé Oliver, je trouve, parce qu'on retrouve encore cet homme qui aime plaire et qui adore séduire. Et là, on le retrouve un petit peu à un moment de sa vie où il se sent complètement perdu et où il se sent complètement seul, solitaire, abandonné. Il y a des passages assez marquants d'ailleurs dans ce livre aussi, tout comme Call Me by Your Name, euh, qui, qui sont vraiment parfois à la limite, qui sont sur, pareil aussi sur un fil. Et en même temps, il y a tout cet érotisme intense dont j'aurais du mal encore à t'expliquer parce que c'est vraiment propre aux images qu'utilise Andreas Siman, c'est vraiment propre à sa plume, même si là c'est traduit. Et d'ailleurs, je tiens à souligner la traduction de Anne Damour parce que euh, bah, j'ai trouvé très bien faite. Comparé à Call Me by Your Name, où là, je trouvais qu'il y avait quelques lacunes dans les expressions utilisées, dans les tournures de phrases. Là, c'était très limpide, très fluide, et elle s'est attardée vraiment à marquer beaucoup de choses. Des fois, il y a des répétitions qui sont des répétitions voulues par Andreas Siman pour accentuer certaines choses, et on les retrouve dans le livre. Voilà, donc il y a vraiment, j'ai vraiment bien aimé le travail de traduction autour aussi. J'ai pas été aussi dérangé que par la traduction de Call Me by Your Name. Je parlais du style et c'est vrai que Andreas Siman, il a cette manière très singulière et très particulière de parler du désir, de parler des corps, de parler de l'amour, de parler du couple. C'est quelque chose en fait qui, moi personnellement, me touche énormément. J'avais des frissons, vraiment, quand je lisais les passages assez érotiques, parce que tu as beaucoup de passages érotiques encore dans ce livre, et des fois je me surprenais même à rougir face à ce que je lisais. J'étais complètement dedans, je vibrais, tout comme les personnages, et j'étais profondément à l'intérieur de cette lecture. Et c'était même parfois assez excitant. À un moment donné, il faut dire les mots. J'étais vraiment bien émoustillé par ce que je lisais. Andreas Siman, en fait, il allie des
passages très érotiques avec une certaine poésie et quelque chose d'assez cru dans la description des corps, dans la description des réactions physiques de ces personnages, dans la description des désirs tout simplement des personnages. Et il y a quelque chose de très sensuel, ça c'est sûr. Andreas Iman joue sur les sens en permanence, que ça soit l'ouïe, que ça soit le toucher, que ça soit le regard, la vue. Il joue sur ces trois sens en permanence. Sur le goût aussi un peu, parce qu'il y a beaucoup de passages où les personnages sont au restaurant, par exemple. Les descriptions des villes, on voyage beaucoup dans ce livre. On passe de Rome à Paris, aux États-Unis, et à chaque fois c'est quelque chose de très concret, et on a l'impression vraiment d'y être à chaque fois. C'est vrai que le seul défaut que je pourrais mettre dans ce livre, en fait, c'est la construction. Mais à la fois c'est un défaut, comme je te disais, et c'est une qualité. C'est un livre qui est nuancé en permanence. Il y a des nuances, il y a des petites touches de gris, il y a des petites touches de notes auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a des surprises et il y a des moments suspendus. C'est vrai que Andreas Iman parle très bien du désir parce qu'il met aussi le lecteur dans une forme de suspension. J'ai l'impression d'être suspendu à chaque fois que je tournais une page, de me dire qu'est-ce qui va se passer à cette page-là, et puis en fait il va pas se passer ça, il va se passer autre chose, il nous met en attente. Il y a tout un jeu comme ça de mise en attente du lecteur, il y a tout un jeu de la sensualité, il y a tout un jeu d'érotisme où les personnages se déshabillent au fur et à mesure des pages. Il y a quelque chose de profond aussi dans la psychologie des personnages où ça va nous parler du désir, et en même temps à chaque fois le personnage va faire une sorte d'introspection de soi. Pourquoi est-ce qu'il va désirer cette personne? Pourquoi il désire cette personne? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et en même temps ce sont des personnages incertains à chaque fois. Ils ne sont pas sûrs de leur désir, ils ne sont pas sûrs de comment exprimer ce désir, ils ne sont pas sûrs de comment l'autre va recevoir ce désir. C'est une plongée dans l'incertitude en permanence. Ce qui est peut-être un défaut, c'est qu'on ne retrouve pas une seule histoire d'amour dans ce livre, comme on le retrouvait dans Call Me by Your Name. Et je pense que c'est ça en fait qui peut décevoir certains lecteurs, c'est que même si c'est centré sur les personnages de Call Me by Your Name, oui, les autres personnages rencontrent des personnages et ils tombent amoureux d'autres personnages. Et on a plusieurs histoires d'amour comme ça qui se suivent. Et en même temps, à la fin, quand tu finis ce roman, que tu as vu tous les indices, que tu as vu tous les petits détails, que tu as vu toutes les petites subtilités, tu as l'impression que la boucle est enfin bouclée, que la variation est finie, que le concert est fini. Et il y a quelque chose de très émouvant, vraiment, quand j'ai reposé ce livre. J'avais les larmes aux yeux, j'avais encore cette espèce de sentiment doux amer. J'avais pas envie de finir ce livre. Je l'ai repoussé, je l'ai retardé un maximum. En même temps, j'avais envie, mais j'avais pas envie non plus, parce que je savais que là, c'était vraiment la fin. C'était vraiment le point final. Si Andreas Iman un jour écrit un troisième livre, là, je pense que je serais un peu déçu, parce que là, c'est vraiment la fin. Et c'est une fin que j'attendais pas vraiment. C'est une fin qui d'habitude pourrait me décevoir, parce que c'est une fin heureuse quand même. C'est-à-dire que j'ai reposé le livre et je me suis dit c'était bien, j'ai adoré ces personnages. Ils vont me marquer pendant longtemps, ces personnages. À un moment donné, il y a un passage très très beau où Oliver pense à Elio. On a l'impression qu'Elio est un fantôme. Et j'ai adoré cette manière de penser la relation, de penser une relation qui nous a marqué, de penser cette première relation très très forte. Je te conseille fortement ce roman.
C'est pas sûr que tu l'aimes, ça dépend de ce que tu en attends, mais en tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il fallait que je t'en parle dans une chronique parce que je t'avais parlé de Camille Bayonnet déjà dans une chronique. Et je me dis, il fallait à tout prix que je t'en parle aussi dans une vidéo dédiée à ce livre. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une histoire d'amour intense dont tu te souviens encore? Ça sera la question de cette vidéo parce que c'est le sujet de ce livre. Je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut!